Après, Khazak Baruch, et je vois qu'il y a plusieurs questions qui sont arrivées dans le chat. On va commencer avec celle-ci. Non, alors, est-ce qu'en cas d'incendie, il est possible d'avertir des goïms au même titre que lorsque le feu se serait éteint, c'est-à-dire de tourner, et ceci afin qu'ils éteignent le feu à notre place? Alors, très bonne question. On n'a pas le droit de demander au goy d'éteindre, vu qu'il y a une règle de Amir al-Nochri. Tout ce qui interdit à nous de faire, on n'a pas le droit de demander à un goy Shabbat. Alors, si le goy le fait tout seul, il a le droit. Et si on le fait comprendre sans le demander de le faire, ça aussi, c'est permis. Maintenant, si on rentre dans un cas de danger de vie, c'est un immeuble et on ne pourra pas évacuer l'immeuble. Il y a ici des gens qui dorment et on ne va pas réussir à les réveiller. Je rentre dans un appartement, il y a peut-être une personne qui est là-bas dans la pièce. Est-ce que j'ai le droit d'éteindre le feu? Alors oui, dans un cas où il y a un danger de vie concret, j'ai le droit d'éteindre le feu tout seul. Même pas besoin de demander à un goy. En cas de danger de vie, la halakha me demande que je transgresse Yom Tov, et ça, c'est le plus grand respect d'Yom Tov, c'est parce que je veux sauver la vie de la personne. Ça, c'est le respect d'Yom Tov, c'est d'abord de sauver la personne qui respecte Yom Tov. Mais maintenant, sinon, alors le goy peut le faire, ou bien, soit tout seul, soit de le faire comprendre sans le demander. Alors, prochaine question, comment se fait-il qu'on ne tienne pas compte du regard des autres maritaïs si on rentre dans un magasin Yom Tov pour prendre de la nourriture et on ne parle pas du prix d'argent? Alors, très bonne question. Le truc, c'est que à l'époque, c'était courant de tout le monde de le faire. C'est-à-dire que quand ils habitaient ensemble, ils étaient là, dans le Mavoy, il y avait l'impasse avec différentes cours et tout ça, c'était normal que Yom Tov, on peut aller chercher là-bas quelque chose, on peut aller chercher chez le boucher. Et tout le monde savait comment ça marche. Tout le monde savait que Yom Tov, je prends, sans préciser, sans préciser vraiment la mesure et sans préciser la valeur d'argent. C'était voilà, je te donne maintenant et on s'arrange après. Donc, puisque c'était des choses que tout le monde savait, c'était des choses qui étaient courantes, alors c'est le système qui était là. Yom Tov, c'était le système qui était courant et qui était praticable, c'est pour ça que c'est le permis. Si c'est un endroit dans lequel ça n'existe pas, ce concept, là, chacun qui rentre, il doit payer du cash, ou bien par carte de crédit, mais il faut qu'il paye, il faut qu'il fasse la transaction, mekar ou mekar, c'est interdit Yom Tov. Donc là, c'est un problème de maritime. Ouais, effectivement. Razak pour la question, comme ça on a bien pu préciser. Alors, est-ce qu'on a le droit de s'occuper des animaux Yom Tov? Alors, Yom Tov et Shabbat. Alors, c'est une bonne question. Alors déjà, ça dépend si c'est ton animal ou bien si c'est l'animal d'une autre personne. Et alors, de juste toucher les animaux sans bouger la bête, ça serait permis. Maintenant, de bouger la bête, alors des fois il y a des bêtes qui ont dessus des clochettes qui font du bruit, et là ça fait un problème. Si la bête n'est pas la tienne, c'est peut-être aussi un problème de moukté. Tu n'as rien à faire avec cette bête pendant Yom Tov. Ça ne fait pas partie de ton Shabbat. Donc là, c'est encore un autre problème. Alors, voilà. Donc les bêtes qui ne sont pas les tiennes, tu ne peux pas les toucher, ne t'occupe pas d'elles, ce pas les tiennes. Alors, si tu as des bêtes qui sont à toi, chez toi à la maison, alors il faut essayer de prévoir le maximum avant Shabbat pour pas que la bête ait besoin de toi pendant Shabbat. Et il y a une marloquette, il y a différents avis. Il y a des avis qui disent que quand même la bête, elle est quand même mouktée, il ne faut pas la toucher de soi-même, parce que la bête ne va pas t'en servir pendant Shabbat. Il y a d'autres qui disent que c'est pas moukté. Alors, pratiquement, une personne qui a une bête domestique,
c'est difficile de ne pas la toucher. Et donc, pratiquement, on peut, on peut compter sur les avis qui disent que les animaux domestiques, c'est pas muktzeh. Et donc, pour suivre la règle, qu'une chose qui ne fait pas partie de ton Shabbat, une bête de la rue, ne la touche pas, ça c'est muktzeh. Mais une bête que tu avais prévu d'être avec le Shabbat et que tu la caresses tous les jours, ça va pas tout à coup devenir muktzeh parce que ça fait partie de ton quotidien. Alors bon, il y a différents avis. Et ça, c'est la question pour les bêtes pendant le jour de Shabbat ou le jour de Yom Tov. Et la question numéro 2, de Baruch, on peut faire les ustensiles durant Yom Tov, on change son statut, impur, pur, ça ne pose pas le problème de changer de statut d'objet à Yom Tov. Alors, de base, ils n'ont pas un problème de changer de statut. C'est un problème de la banane parce que c'est semblable à Tikkun Kli, parce qu'on répare le Keli. Le Keli, lorsqu'il était impur, il était interdit. Et maintenant, lorsqu'il est pur, il est devenu permis. Et donc ça peut entrer a priori dans le problème de Tikkun Kli. C'est la question que tu poses. Alors, c'est pour ça que Raman a dit que comment est-ce que je peux faire pour purifier l'ustensile? C'est si je le fais de facto. On n'a pas le droit de prendre l'ustensile et de le tremper de base, mais on le fait de facto. Ça, c'est la meilleure façon de le faire, c'est de le faire de facto. Maintenant, est-ce qu'on rentre vraiment dans le souci de Tikkun Kli? On ne rentre pas vraiment dans le problème de Tikkun Kli, parce que Tikkun Kli veut dire physiquement de réparer l'objet. Si, par contre, on le fait de juste spirituellement, parce que c'était impur et maintenant c'est pur, je n'ai pas vraiment changé le statut de l'objet, puisque dans le fond, l'objet, il était là, et c'était juste dans la forme qu'il fallait le rendre pur. Alors, juste de purifier un objet qui était devenu impur pendant Yom Tov, on a vu que c'est permis, parce que l'objet, dans le fond, il est déjà metoukan, il est déjà prêt, il manque juste la purification, donc il manque juste le côté de la forme. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas le problème de Tikkun Kli. Maintenant, si l'objet était devenu impur avant Yom Tov, alors là on a dit qu'il y a un autre élément qui rentre en jeu, et il dit que si c'était impur avant Yom Tov, tout ce que tu pouvais faire avant Yom Tov, il ne faut pas le faire pendant Yom Tov. C'est une règle générale, couper le bois, tu pouvais le faire avant Yom Tov, alors tout ce qu'on peut faire avant Yom Tov, on va pas le faire Yom Tov, mais s'il y a une chose qui était devenue impure pendant Yom Tov, alors là, lui-même, il est déjà metoukan, c'est juste qu'il manque la forme de la chose. Alors, définir exactement ce que c'est Yom Tov. Oui, c'est moi qui ai posé cette question, parce que finalement, Yom Tov, bon, Kippour c'est Yom Tov, Rosh Hashanah c'est Yom Tov, Pessah c'est Yom Tov, Hanouka c'est Yom Tov, mais il y a la route diffère entre, on peut travailler, on peut ne pas travailler, un jour de jeûne, est-ce que c'est Yom Tov? Donc voilà, je suis un peu perdu. Donc, est-ce que tu peux nous dire exactement, il y a la route qu'on est en train de voir, ça correspond à quoi Yom Tov? C'est quoi exactement? Alors, magnifique question. Alors, Yom Tov, comment est-ce qu'on définit Yom Tov? Yom Tov sont les 6 jours qui sont mentionnés dans la première halakha des lois de Yom Tov. On a vu dans la première halakha des lois de Yom Tov, voici 6 jours que la Torah dit que c'est interdit de travailler. Le premier et le 7e jour de Pessah, le premier et le 7e jour de Sukkot, le jour de Shavuot et le jour de Rosh Hashanah. C'est les 6 jours de Yom Tov de la Torah. Maintenant, figurez-vous que ces 6 jours sont devenus 12 dans le monde entier, sauf en Israël, parce qu'il y a toujours 2 jours de Yom Tov, et même en Israël, c'est pas 6, c'est 7, parce que Rosh Hashanah, c'est toujours 2 jours. Donc ça, c'est les jours de Yom Tov, qui ont toutes les lois qu'on discute dans ces halachot-là. À part Yom Tov, il y a Shabbat et Yom Kippour, qui vont ensemble dans le même paquet. On a commencé les lois des fêtes avec Shabbat, c'était 30 chapitres. Ensuite, on est passé aux lois de Shivitat, aux lois de Yom Kippour, ce qu'on a pris juste avant, 3 petits chapitres, c'était les lois de Yom Kippour. Yom Kippour et Shabbat ont les mêmes lois de façon générale, dans le fond, sauf que Yom Kippour a quelques restrictions supplémentaires, ne pas manger,
etc. Mais les lois de Shabbat et de Yom Kippour sont les mêmes par rapport aux autres choses. Donc voilà, ça c'est deux catégories, il y a Shabbat et Yom Tov. D'ailleurs, Yom Kippour s'appelle aussi Shabbat. La Torah dit que Yom Kippour, c'est pas Shabbat, Shabbaton. C'est le Shabbat des Shabbats. Alors, non, ça c'est Shabbat et Yom Kippour, c'est une catégorie. Les 6 jours que j'ai parlé maintenant, donc Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, ça c'est les jours du Yom Tov. Et ensuite, les autres jours, ils n'ont pas la définition de Yom Tov. Et ces jours de fête, Hanouka, Purim, ça n'a pas la définition de Yom Tov parce que c'est permis de faire une melacha. C'est permis de conduire une voiture, c'est permis de parler au téléphone, c'est permis de tout faire ce qu'on a pu dire aujourd'hui, d'acheter le vent, de couper le bois, de s'occuper d'un animal qui n'est pas le tien. Tout ça, c'est permis. Pendant les jours de Hanouka et Purim, et les jours de jeûne également. Et donc voilà, ça c'est les trois choses qu'on a. On a Shabbat, Yom Kippour, mais il y a plus de choses qui sont à saut. Ensuite, Yom Tov, il y a un peu moins qui est à saut. Et ensuite, il y a les jeûnes et Hanouka Purim, il n'y a pas du tout d'interdit de ménage. Mais ils ont des halakhot spécifiques quand même, Purim et Hanouka et les jeunes par exemple. Est-ce qu'ils ont des halakhot particulières à ces fêtes-là ou pas du tout? Ils en ont pas mal. Et maintenant, on se trouve dans le 3e livre de Rambam, qui s'appelle Sefer Zmanim, le livre des temps. Et donc, dans ce livre-là, on va apprendre tout ce qui est lié avec le temps. Comme Shabbat, le 7e jour, Yom Kippour, Yom Tov. Et également, on va traiter des lois de Pessah et des lois de Sukkot, Lulav, Purim, Hanouka. On va tout voir. Il y a des lois spécifiques pour chaque chose. Donc là, c'est les lois de Yom Tov. Mais ensuite, les lois, comment on construit la Souka, comment prendre le Etrog et le Lulav, c'est pas les lois de Yom Tov, mais c'est les lois spécifiques de l'Ichot Souka. Donc on va, bien sûr, on va passer par chaque Yom Tov, chaque fête, et voir les lois spécifiques de chaque fête. Merci, c'est plus clair comme ça. Voilà. Quand on va finir tout le Rambam, vous aurez une clarté dans toute la Torah déjà. Rav Lévi, 2 petites questions. Oui. Alors, la première, ça rejoint la question de l'animal. Admettons, on a un animal de compagnie qui se blesse, mais pas dans des conditions de tranquillité. C'est-à-dire que on peut attendre pour l'amener chez le vétérinaire. Il se blesse et ça peut entraîner un danger et mettre ses jours en danger. Est-ce qu'à Yom Tov ou même Shabbat, on a le droit de prendre notre animal, c'est notre animal de compagnie, et l'amener se faire soigner, exceptionnellement parce qu'il est arrivé cet événement. Alors... Et la deuxième question, c'était sur les œufs. Quand on achète des œufs un peu n'importe où, je crois qu'il y a la question qu'il faut vérifier s'il y a une tache de sang. Est-ce qu'il y a une distinction entre le jaune et le blanc ou pas sur cette tache? Et de quel ordre c'est? Ok, alors pour la première question, alors on a dit qu'il y a un problème de moukti avec les bêtes, parce que les bêtes, tu ne vas pas les manger Yom Tov. Les bêtes, tu peux les caresser, mais tu peux aussi ne pas les caresser. Donc, de base, il y aurait un problème de moukti. Tu n'as pas besoin de les prendre et de les toucher Yom Tov. De les prendre, de les toucher, etc. D'autre part, il y a certains postes qui disent que les bêtes qui sont domestiques, c'est pas moukti parce que ça fait partie de ta vie. Ah bon. Pratiquement, tu vas parler avec une personne qui a des animaux chez elle à la maison, tu vas voir que c'est presque impossible de ne pas les toucher, de ne pas les prendre dans les bras. C'est presque impossible. Alors, dans ce cas-là, chacun doit demander à son race pratiquement, mais voilà, il y a un avis, sur lequel on peut se reposer, on peut tenir sur lui, qui dit que dès que l'animal est considéré domestique, alors il rentre déjà dans mon Shabbat à mon Yom Tov, qui fait partie de la vie courante. Bon, ça c'est une chose. Maintenant, toi tu poses une autre question. Tu dis si l'animal se blesse. Alors, si l'animal se blesse, oui, on peut être plus flexible, on peut être plus flexible et de le déplacer, de le ramener là où il faut, parce que l'animal est déplacé. Parce que voilà. C'est si vraiment il est en danger, hein, c'est pas une blessure qui est anodine.
il y a certains poskim qui disent que tu pourrais toujours le faire. Que c'est l'esprit inéquilibre. Alors, je dis, quand l'animal, il est blessé, tu peux compter dans ce cas-là sur ce son équilibre. Pour Tsar Balechaim, c'est un interdit de la Torah de faire souffrir les animaux. Et donc, Comme pour les humains, en fait. Hein? Comme pour les humains, si quelqu'un est souffrant à Shabbat, on peut prendre la voiture et l'amener à l'hôpital, s'il y a vraiment quelque chose de grave. Oui, mais pour non. Alors, prendre la voiture vraiment pour les animaux, non. Les animaux, on va pas briser le Yom Tov et le Shabbat pour l'animal. Ça, non. Mais maintenant, Moukse, c'est un interdit des Rabbanan. Moukse, c'est spécifique. Moukse, c'est une chose. Même si l'animal doit mourir? Oui. Est en danger de mort? Oui. Tu vas pas transgresser Shabbat Yom Tov tu vas pas transgresser clairement un interdit de Shabbat Yom Tov pour l'animal. La seule chose que j'ai dit, c'est pour le Moukse. Moukse, littéralement, c'est une chose qui est hors de Shabbat. C'est sorti, une chose qui est Moukse, une chose qui est de côté. Alors, il y a certains qui disent que l'animal domestique ne devient pas Moukse, parce que ça fait partie de ma vie. En ce cas-là, est-ce que je peux le prendre et le déplacer, juste le déplacer sans briser le Yom Tov? Ça, j'ai dit que dans un cas de besoin, on peut le faire en se basant sur les possibles. Donc si on a le docteur fait le donc si on a le vétérinaire en face de chez soi, on peut prendre l'animal et le déplacer jusqu'en face de l'autre côté de la rue. C'est pas interdit, ça, par contre. Le vétérinaire qui est en face de la rue va là-bas devant le secrétaire qui viennent et qui prennent l'animal, comme ça, ça va ranger tous les problèmes. Parce que juste de traverser la rue, de porter dans le domaine public, c'est encore d'autres problèmes. J'ai parlé juste par rapport au Moukse, de caresser l'animal et de le prendre dans les bras, etc. Alors, maintenant. C'est pour ça que je t'ai posé cette problématique. Voilà. Maintenant, pour la question des œufs. Alors, pratiquement, si tu as cassé un œuf, tu as vérifié, et que tu vois du sang, il faut jeter l'œuf entier. Et t'inquiète pas, tu n'auras pas perdu grand-chose. Tu vas prendre le prochain œuf. Bien sûr. Tu auras un œuf qui sera 100% glace cachère sans rentrer dans aucune question à la fin. Ok. Merci. Il n'y a pas de différence entre le jaune et le blanc? Ouais, c'est ça que je me demandais, moi. Alors, je vais avoir une réponse complète. Regarde, il y a une marche-roquette dans le Shulchan Aruch. Il y a deux avis. Si j'ai trouvé le sang juste sur une des deux parties, est-ce que l'autre aussi, elle est interdite ou pas? Mais la halakha pratique, elle est que puisqu'il n'y a pas de F7 du tout, c'est-à-dire c'est un F7 moite, c'est une toute petite perte, alors il faut être mahmir et il faut jeter l'œuf et prendre le prochain œuf. C'est-à-dire il y a des où que soit la tâche. Que soit la tâche. Mais s'il y a une chose qui va faire une grande perte, ça s'appelle un F7 ou bien un F7 Meroubé. C'est deux termes halakhiques. Alors là, je vais perdre tout en plat. Alors là, on peut essayer d'être plus souple et de regarder, bon, je vais séparer le jaune ou bien, est-ce que c'est là, est-ce que le sang il est là ou bien le sang il est là-bas. Mais plus qu'un œuf, c'est pas un F7 de Roubaix, c'est un F7 moite. C'est un tout petit F7, c'est une toute petite perte. Alors c'est pour ça qu'il faut être marqué. Et je pense que c'est pas une chose qui est trop demandée. Mais chacun peut être scrupuleux et d'être ultra religieux pour ça, pour prendre un œuf qui est 100% cachère sans aucun problème. Comme on dit, un œuf de perdu, 10 de retrouvé. C'est qui dit ça? C'est Richard. C'est une blague. Voilà. Merci. Hazak Baruch. Est-ce que Baruch veut nous dire quelques mots? Baruch, un je crois qu'il y a encore une question discours, sur le sur le chat. Il y a encore une question, je crois. Une question. Ah, une liste, c'est l'état du Yom Tov. C'est-à-dire une liste pour conclure toutes les lois du Yom Tov. Bon, là, on est en plein milieu des lois du Yom Tov. Mais de façon générale, il y a deux choses qu'on a permis Yom Tov par rapport à Shabbat. Et c'est ce qui est lié avec la nourriture, ce qui inclut donc le feu, puisque le feu, c'est la façon comment cuire la nourriture, et donc on a permis
de cuire. Et donc, ce qui comprend tout ce qui est lié avec le feu. On a permis d'allumer des feux à partir des flammes existantes et donc de cuire. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, on a permis de porter. Yom Tov. Ça, c'est deux grandes différences les plus pratiques qu'il y a entre Shabbat et Yom Tov. Après, tous les détails, on les apprend maintenant. On va progresser de la tâche demain soir. Première bougie de Hanouka, allumer les bougies de Hanouka et après, rendez-vous Rabbi, à 21h. oui, Rabbi, les notions du Hérouv sont valables pour Yom Tov aussi. Tout ce qu'on a vu sur le Hérouv, c'est valable pour Yom Tov. Oui, tous les Hérouvim, oui, sauf le Hérouv Chatzerot. Le Hérouv Chatzerot. Le Hérouv pour porter de la maison à la cour. De toutes les façons, c'est permis de porter Yom Tov. Le Hérouv dans la ville, de fermer la ville. De toutes les façons, c'est permis de porter dans le domaine public Yom Tov. Et donc, ce Hérouv-là ne s'applique pas à Yom Tov. Mais les autres Hérouv, le Hérouv Troumin, le Hérouv pour le périmètre, là où je pourrais me déplacer, ou bien le Hérouv Tafshilin pour pouvoir cuire de Yom Tov à Shabbat, ça s'applique, évidemment. Et donc, voilà. Donc, la réponse courte, c'est oui. Le Hérouv s'applique Yom Tov aussi. La réponse longue, regardez, ça dépend quel Hérouv. Si c'est un Hérouv qui est nécessaire, oui, mais Yom Tov, j'ai pas besoin du Hérouv Chatzerot, par exemple. Parce que de toutes les façons, j'ai le droit de porter dans le domaine public. Mais vu qu'on parle déjà de Hérouv, est-ce que le Troum il s'applique aussi Yom Tov? Ça s'applique aussi Yom Tov. Le Troum, il s'applique aussi Yom Tov. Et donc, le Hérouv Troumim, il s'applique aussi Yom Tov. Le problème du Troum, et donc la solution du Hérouv s'applique. Ok, Chazak, merci beaucoup. Richard, on commence à saisir les notions, hein. Non, je vois que vraiment, vous saisissez bien. Vous avez le Hérouv, Yom Tov, Shabbat, les Hashem. On va connaître toute la Torah. Bon, il faut que tu habites à côté d'un vétérinaire. Hein. Il faut ouvrir le micro, Richard. On ne t'entend pas. Ah, j'ai dit le Hérouv, il faut que je le révise, lui, parce qu'il m'a embrouillé le cerveau, lui. Après le vétérinaire, je vais le trouver, t'inquiète, c'est facile. Bon. Une bonne soirée à tous. Merci. Il faudrait que tu manges un animal. À sa mère. Et n'oubliez pas, si vous connaissez un juif, il faut être proactif pour trouver chacun. Pour qu'il y ait Rav Lévi, je t'appelle pour aller distribuer. Oui, il y a cours demain soir? Demain soir, il y a cours à 21h, Bezrat Hashem. Oui. Ok, d'accord. Une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Bonne fête à tout le monde. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux quatre coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans d'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.